Téléspectateurs de Wassasso, Cercle de Blas, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, Les Grands Jurys reçoivent un ancien ministre sous le régime du président Alpha Oumar Konaré, grand compagnon de Feu Soumaïla Cissé. Il a aussi présidé aux destinées du Stade malien de Bamako. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir Maître Boubacar Karamogo Koulibaly. Maître, merci de cette toute première comparution devant les grands jurys. Merci. Avec moi justement pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladji Chana Takiou du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Maître, vous êtes un avocat déjà. Le jury est devant vous juger ce soir. Avez-vous une observation sur sa composition? Bonsoir à vous, membres du jury, honorables membres du jury, oui. Et également à nos téléspectateurs. Et mes hommages aussi à l'ensemble du peuple malien de l'intérieur comme de l'extérieur par rapport justement au 22 septembre. Avant d'aller plus loin, donc comme on dit, il n'y aura pas de questions préjudicielles, oui. Donc je n'ai pas de réserve. Pour moi, nous sommes en famille. D'accord. Voilà. Et Abdraman, que vous inspire d'avoir Maître Boubacar Karamogo Koulibaly devant nous ce soir? Bon, la particularité de l'avoir pour la première fois ici, donc c'est une singularité, c'est d'un. L'autre singularité, c'est que j'ai l'impression de parler avec l'autre moi-même en l'ayant devant moi, puisque nous avons eu à collaborer, on ne se rappelle pas, de loin, discrètement, puisque moi je préfère la discrétion. J'ai eu à corriger beaucoup de ces articles en étant rédacteur en chef à Aurore, qu'il a écrit en pseudonyme. Voyez-vous, il ne savait pas que c'était moi qui corrigeais à l'époque. Et ne vous attendez pas à ce que je dise c'est quel article, parce que c'est top secret. Et nous avons un nom générique à Aurore à l'époque, Nchidjara, et beaucoup de gens pensaient pendant que c'était lui, ça pouvait être lui comme ça pouvait être moi. Beaucoup de gens pensaient que c'était moi. Quand même bien c'était lui. Donc j'ai l'impression de parler avec un autre moi-même. Et puisque je me pose généralement beaucoup de questions sur la situation du Mali, et il faut qu'il s'attende à ce qu'on lui pose autant de questions que je me pose sur la situation du Mali. D'accord. Donc il aura vraiment à répondre aux questions. C'est Nchidjara finalement qui sera dévoilé. Ça, je ne m'attendais pas à ça. J'ai pas vu venir ça. Eladji Chana. Donc lui en tant que précurseur d'Europe et moi en tant qu'employé. Chana, vos attentes? Mes attentes... Koulibaly, je l'ai connu depuis les années 90, 11, 12, lorsqu'il était ministre du premier gouvernement du président Konaré, Maître Abdoulaye Sékou, dans le gouvernement de Maître Abdoulaye Sékou. Il était au PDP et il a été révélé au grand public lorsque son parti lui a demandé de quitter le gouvernement. Il a refusé pour dire que lui, il est un citoyen. Et il a créé plus tard le MCCDR, Mouvement Citoyen, Cercle des démocrates républicains. Il fut un brillant ministre de la jeunesse et des sports. Et je me rappelle bien à l'époque, il avait conduit beaucoup d'associations de jeunes lors de la visite de Nelson Mandela. Et moi, j'étais parmi ce regroupement des jeunes. Je représentais la coordination des élèves et étudiants du Mali à l'époque dans ce regroupement-là. Il nous a conduits à la Villa des Hôtes où Nelson Mandela nous a reçus. Donc j'ai plein de souvenirs avec lui et je l'ai trouvé en Algérie aussi comme ambassadeur. Donc c'est un acteur majeur de la classe politique, un homme qui a le courage de ses idées, qui se bat, qui continue de se battre malgré
beaucoup de choses. Il se bat, il refuse de baisser les bras, même dans la crise au sein de l'URD. Il continue encore à se battre. C'est un battant. D'accord. Donc, on se connaît et je pense que le débat pourrait être très intéressant parce qu'il a de la matière. Je vous laisse avec la perche pour vous autoriser à ouvrir le bal si vous voulez. Je reviendrai sur... Oui, il va justement vous interroger sur ça. Voilà. Ouvrez ce bal-là. Oui, mais monsieur le ministre, nous sommes dans les généralités, ce qu'on appelle ici les généralités. Oui. Ben, la génération actuelle peut-être n'a pas connu cet épisode de votre démission du gouvernement, de la demande de votre parti, le PDP. C'est vous qui avez commencé ça au Mali, hein? C'est-à-dire que dans l'ère démocratique, le fait de refuser d'obtempérer à une décision d'un parti politique a commencé par mettre Boubacar Karamogo Coulibaly. Il était du PDP, membre du gouvernement de maître Abdoulaye Sékousso. Son parti lui a demandé de quitter le gouvernement, il a refusé. Pouvez-vous nous expliquer votre refus d'alors? Je vous remercie infiniment, Chahana. Objection de conscience. Ah non, pas du tout. Ici, on va parler de tout. Allez-y, maître. En toute transparence. D'abord, il faudrait que je torde le cou à cette idée reçue, à ce cliché. Il n'y a jamais eu un refus de quitter à la demande du parti. D'abord, je rappelle que je suis membre fondateur du PDP. À la demande de mon patron de stage, qui est mon maître Idrissa, nous avons créé, d'abord on était parti pour faire le RDP, avec Maître Wahab et... Al-Mamou Silla. Non, Al-Mamou Silla est venu sur le tard. Sinon, le RDP, à l'origine, on l'a fait, le travail à la main-d'œuvre, à l'office de la main-d'œuvre. C'était en réalité pour que Maître Idrissa en prenne la direction. C'est après qu'on ait fini le travail que j'ai appris dans les couloirs ou dans les coulisses qu'il fallait faire en sorte que le champ soit ouvert, que d'autres puissent venir. J'ai dit à Maître Abdoulaye Berté, il m'entend certainement, que ce n'était pas ce qui était convenu. Et que nous devons retourner voir Maître Idrissa, lui dire que ce qui se passe, ce qui s'est passé n'est pas conforme à ce qui avait été convenu. Parce que Al-Mamou Silla, le président Al-Mamou Silla, ne s'était pas battu avec nous dans la rue contre la dictature de Moussa. Je ne pouvais pas accepter que mon patron, qui fut le porte-parole du mouvement démocratique, qui s'est battu, qui a pris des risques, qui allait remettre la lettre de démission à Moussa Traoré, qui était son beau-frère. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Il fallait le faire. Mais il l'a fait à Koulouba. Donc je ne peux pas accepter qu'il soit mis en concurrence avec quelqu'un qui avait des moyens certainement à l'époque qu'il n'avait pas. Idrissa Traoré. Ouais. Si Al-Mamou prenait le contrôle du RDP, on est à la barbe de Maître Idrissa, c'était humiliant pour nous. Donc, effectivement, Maître Abdoulaye Berté, c'est à son honneur, il faut le dire. On a fini le travail un dimanche. Le lundi, on est retourné ensemble voir Maître Idrissa Traoré. On lui a fait le point et Maître Wahab s'en est allé. Aussitôt, mon patron m'a dit Bamananke, fin d'aucun kakena fafemi yiretai. Si vous regardez RDP, PDP, et si vous regardez les premiers textes, vous verrez beaucoup de similitudes dans les premiers statuts des deux partis. C'est comme ça que l'aventure de PDP est partie. Oui. J'étais dans mon cabinet, dans le même immeuble que mon patron on se faisait face, parce qu'on avait prévu de nous associer. Et plus tard, le PDP ayant pris son envol, Maître Idrissa ayant été candidat, il a fallu maintenant négocier le second tour. Et nous avons décidé ensemble qu'il fallait qu'on porte notre voix sur le président Konaré, avec lequel on avait battu le macadam, on avait pris tous les risques, bien que Tchéoulé soit l'aîné d'un ami, Moussa Konaté, mais bien que Tchéoulé soit également un frère à Idrissa dans le quartier à Bamako-Koura. Mais il fallait faire un choix. Nous avons choisi d'aller avec le président Konaré, et c'est comme ça que le document des PSPR relatif au PSPR, j'ai été amené à l'analyser, et toutes les suggestions que nous avons à faire ont été acceptées, et feu Madlamine Traoré avait été celui-là que nous avons reçu. J'étais en mission à Dakar pour un dossier, j'ai fini l'analyse là-bas, on s'est revus et l'aventure est partie comme ça. Je me suis retrouvé dans le premier gouvernement du président Konaré sans qu'il m'ait
sans qu'il ait eu à me recevoir ni à me demander mon avis. Je n'étais même pas à Bamako. J'étais à Ségou. J'étais délégué de match. Parce que j'étais à l'époque encore à la fédération. J'étais président de la commission centrale des arbitres. Et pendant que les autres se réunissaient ici, moi, je me cherchais à Ségou pour venir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la communication. Oui. Ça, c'est mon premier poste et comme porte-parole du gouvernement avec le Premier ministre Younousi Touré. Maintenant, il y a eu la crise du 5 avril 1993 où l'Assemblée nationale a été brûlée. Donc, cela a amené la démission collective du gouvernement. Je passe cela parce que ça a été un travail comment dirais-je, de coulisses avec Soumaïla qui est secrétaire général de la présidence pour arriver à colmater les brèches et arriver à l'union, à faire l'union sacrée autour du président, présenter la démission collective, mais cela sacrifiait le président Younousi, le premier ministre Younousi, qui a accepté également de se saborder pour qu'il n'y ait pas une crise de régime. Et c'est ainsi que le président Konaré a annoncé la démission du chef du gouvernement dans son discours la nuit. Alors, ainsi, au second gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ablaye Sekousso, j'ai été, nommé à la jeunesse et au sport. Il y avait un challenge, Tunis 94, on était à 2 matchs de la qualification, donc il fallait tenter un banco. On a pris le risque, on s'est battu avec des innovations. En tout cas, on a pris des risques, on s'est qualifié. Et c'est pendant qu'on était en train de préparer, justement, Tunis 94, que la crise est intervenue, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. La crise de janvier-février 94 était consécutive à une tentative de putsch. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens étaient déjà partis. C'est moi qui ai informé Soumaïla, qui venait d'être nommé aux finances. Je dis, appelle le patron, dis-lui que le RDP et le CENID vont se réunir, vont sortir du gouvernement. Et ça va ouvrir une crise. On avait une réunion ce samedi matin à Nyarela, au siège du parti du PDP. Entre-temps, Maître Idrissa a quitté la réunion et il ne se sentait pas très bien. J'ai informé les camarades. Je leur ai dit, il y a des choses qui vont, sortir. Les événements vont venir qui vont nous amener à prendre des positions. Moi, je savais ce qui était en préparation. Malheureusement, au lieu de dire à celui qui a donné l'information d'aller chercher ceux qui doivent sortir, on a demandé à la SE de prendre le dossier en main. Malheureusement, les uns et les autres avaient changé de lieu de réunion. Au lieu de se réunir dans leur siège habituel, ils se sont réunis quelque part à l'hippodrome et l'après-midi, la sanction est tombée. Maintenant, le lundi qui a suivi, c'était un samedi. Nous avons beaucoup de sujets à aborder. Peut-être pour revenir à la question précise de la question précise. Un avocat en manque de parole aussi. Allez-y. Donc, pourquoi aviez-vous refusé de démissionner à la demande du parti? Je viens, je vous en prie. Oui. Calmez-vous. Allez-y. Bon, ce qui s'est passé, en réalité, on peut se calmer, mais le coup. Non. Sauf que nous avons que 55 minutes. Il n'y a pas de temps, ne se calme pas. Allez-y. Ça vous apprendra à appeler. Allez-y. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes réunis lundi. Nous aussi pour nous prononcer au niveau du PDP. Et effectivement, nous avons décidé à l'une de sortir. C'était la décision collective. Je fais partie de ceux qui ont fait le communiqué, rédigé le communiqué de sortie du gouvernement. Et je suis allé chez moi. Le Premier ministre, mon grand frère, mon aîné, Ibeka, paix à son âme, il venait d'être nommé, il était encore au ministère des Affaires étrangères, il n'avait pas regagné ses bureaux du Premier ministre. Il m'a fait appeler. Il dit, petit frère, il faut que tu restes. Je dis, non, je ne reste pas. On a démissionné. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, il faut parler avec Maître Idrissa. Il dit, je passe son numéro. Je dis, tenez son numéro, appelez-le. De cet instant, jusqu'au lendemain à 13h, je sais qu'ils sont allés voir Maître Idrissa, le Premier ministre. Il est allé jusqu'à dire, je suis prêt à présenter des excuses, mais nous avons besoin du jeune. Mais je crois qu'il y avait d'autres considération. Oui. Alors maintenant, je ne suis pas allé travailler le lendemain. Je suis resté chez moi. Quand on dit que je refusais de démissionner, c'est pourquoi je dis il faut qu'on arrête maintenant les choses, quoi. Parce que moi, je suis un camarade, je ne suis pas un lâcheur. Maintenant, ce qui s'est passé,
vers 14h le lendemain. Oui, maître. Non, je vous explique. Allez-y, maître. Le lendemain, vers 14h, Oui. je reçois un appel du président Konaré. Il me dit, mais je t'ai cherché au bureau, je ne t'ai pas vu. J'ai dit, mais je ne suis pas allé travailler, on a démissionné, nous. Il dit, mais tu es encore citoyen malien? Ah, je dis ça, je suis citoyen malien. Il dit, est-ce que le citoyen malien peut accepter de venir rencontrer le chef de l'État du Mali? J'ai dit oui. Il dit, je voudrais vous rencontrer à pareille heure, à 15h. Je suis monté. L'ambassadeur Cheikh Mouktari, c'est lui qui a couvert l'audience. Il a dit, je vais être droit avec vous, je ne vais pas vous mentir. C'est une tentative de putsch, et vous le savez. Mais vous, vu votre position dans le pays avec la jeunesse et tout ce qui a tenu avec... c'est vous qui pouvez sauver la situation. Mais je ne vous en voudrais pas si vous n'acceptez pas de rester comme les autres sont partis. Il dit, je vais faire un communiqué pour informer la nation que j'ai fait appel à toi comme citoyen. Je dis, président, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi aussi, je ne suis pas seul. J'appartiens à une famille, j'ai des amis, j'ai des parents. Je vais aller en référer. Et c'est comme ça que j'ai donné mon accord pour revenir dans le gouvernement. D'accord, allez-y, Abdraman. C'est les gens parlent de choses qu'ils ne savent pas. Oui. C'est la première fois aussi que je rentre dans certains détails. Mais le reste là, que les gens attendent mes mémoires. Allez-y, Abdraman. Allez-y. Ok, donc c'est dans le sillage que vous avez créé certainement MCCDR. Après, MCCDR qui a vécu quelques années avant de se dissoudre pour que vous soyez membre fondateur de l'URD. Est-ce qu'aujourd'hui les résultats du parti où vous militez sont à la hauteur des enjeux et de la démarche historique que vous avez posée en dissolvant votre parti? Vous parlez de l'URD? Non, du MCCDR. Allez-y. Le MCCDR, vous savez, c'est un défi. Je vais vous faire beaucoup de révélations. Le président Konaré ne voulait pas que je crée le MCCDR. Il ne voulait pas que je fasse un parti. C'était un défi personnel. J'ai dit, je veux le faire parce que des gens croient que je ne suis capable d'apporter quoi que ce soit à l'équipe gouvernementale, que je ne peux rien apporter au président, si ce n'est les résultats que je fais au niveau du gouvernement. Mais le gouvernement, la gestion d'un État, ce n'est pas seulement la gestion d'un portefeuille. Un soutien populaire. C'est un soutien populaire. J'ai dit au président, je vais vous montrer et montrer à ceux-là qui vous font, comment dirais-je, querelle, grief. Que vous avez des assises légitimes. Et également, il y avait d'autres velléités au sein de l'ADEMA par rapport à la candidature de 97, parce qu'il fallait également que le président Konaré soit conforté, et vous verrez également que derrière effectivement, c'est ce il y a la création des clubs de soutien. C'est cet enfant-là que vous avez choisi de dissoudre pour aller... Oui, est-ce qu'aujourd'hui... comment c'est arrivé? Le président Soumaïla ne m'a pas démarché pour le soutenir. Le MCCDR étant membre du CNDP, et Soumaïla étant le candidat officiel de l'ADEMA, il me semblait normal que le MCCDR soutienne le candidat de la majorité présidentielle. Et c'est comme ça que, assis devant la télévision, il a appris que on soutenait sa candidature quand d'autres décidaient d'aller voir ailleurs. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. Après les élections, après tout ce qui s'est passé, Soumaïla nous a entrepris. Il dit, maintenant, il vaut mieux qu'on se retrouve pour faire quelque chose de nouveau. Moi, je vais quitter l'ADEMA avec mes amis. Vous laissez vos partis, parce qu'on ne peut pas avoir... Si vous m'avez soutenu, ça veut dire que vous vous reconnaissez dans mon projet. Donc, on ne peut pas avoir... Si c'est le même projet, autant également créer une structure unique. Et c'est comme ça que l'URD est venu. D'accord. Le Mohab s'est sabordé. Moi, je me suis sabordé au niveau des MCCDR. Djibi Diawara, ils se sont sabordés. Il y a un autre parti. Celui qui n'est pas venu avec nous, c'est l'UDD, dont le siège a été laissé dans la commission de rédaction des statuts que nous avons eu à faire chez le ministre Aguerlaf à Kouloubleni pendant 10 jours. Oui, d'accord, voilà. Mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, après le parcours que vous avez connu... Mais bien sûr que je ne me reconnais pas dans ce qui se passe, c'est très décevant. Donc vous réveillez Soumaïla aujourd'hui, il ne se reconnaîtrait pas dans ça. Vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir dissous le MCCDR? Pas du tout.
Si tu as à refaire, je le referai. Si vous avez parlé, Terminé, vous avez longuement parlé, terminé, vous avez longuement parlé de Soumaïla Cissé, les démarches que Soumaïla a eu à faire. Aujourd'hui, votre parti commun que Soumaïla est parti laisser, puis à son âme, malheureusement. Ça va dans tous les sens. Ouais, ça va dans tous les sens. Dans le truc, qu'est-ce qu'elle est, ce n'est pas la conséquence aujourd'hui d'une crise de leadership résultant de cette, de ce culte de personnalité. Puisque vous êtes allé au nom d'une personne et non pas au nom d'autre chose. Écoutez, arrêtez ça. Soumaïla n'était pas comme ça. Et nous, on n'est pas des godillots. Non. Nous sommes allés parce que, comme je l'ai dit, il faut être cohérent. Vous avez soutenu la candidature de quelqu'un en 2002. Vous pensez qu'il est une solution pour le pays. Il a une expérience. Pourquoi vous créez un parti et vous allez créer d'autres pôles au sein de ce parti-là qui vont concurrencer celui-là qui a déjà une expérience? Moi, je pouvais être candidat. Rien ne m'empêche aujourd'hui, bien que je sois clopin, de dire que je suis candidat. Est-ce que vous avez compris? J'ai bien compris. Il n'y a pas eu de culte. Non. Le problème de leadership. Il n'y a pas eu de culte. Le problème de leadership que le parti connaît aujourd'hui ne résulte pas de cette histoire. Il n'y a pas eu de culte de personnalité. Du fait de faire du parti le patrimoine d'une seule personne. Pas du tout. C'était pas. Vous savez, c'est dommage. Soumaïla n'a jamais réfléchi comme ça. Et lui n'a jamais... tous les actes posés, je peux parler là? Monsieur le maire, écoutez, je vous dis. Monsieur le ministre, tous les actes posés par Soumaïla. Quand on le dit, nous aussi, quand on le dit, tous les actes posés prouvent qu'en réalité, l'URD était un patrimoine. Non. Je vais vous dire un exemple. Oui, dites-le moi. L'exemple, c'est que Soumaïla Cissé était un simple militant jusqu'au dernier congrès qu'il avait porté à la tête du parti. Il était ministre. Il était simple militant, n'est-ce pas? Alors, il était en mission ailleurs, non? Oui, d'accord, mais il était simple militant quand même. Mais qui a procédé à l'ouverture officielle du congrès qu'il a porté à l'ouverture? Il y avait un président qui était Younous Touré, mais c'est Soumaïla, simple militant, personne qui est parti prononcer l'ouverture de parti. Ça, c'est un honneur qu'on lui a fait. Ça ne prouve pas. Ça ne prouve pas que c'était un nous allons rester dans l'URD. Élégant. Ok, on va passer la parole à ça. Élégant. Ça ne prouve pas que c'était un patrimoine. On est élégant chez nous. Monsieur, non, moi l'URD ne m'intéresse pas. Pourtant, une crise là-bas. À ce niveau-là, il y a une parlé, non. Je pense qu'on est dans... Allez-y. Aujourd'hui, Maître Boubacar Karamoko Coulibaly, quand on parle de Maître Boubacar Karamoko Coulibaly, c'est une personnalité. Pourquoi il est cette personnalité? Parce qu'il a été ministre d'un gouvernement. Mais qu'est-ce que vous avez fait au sein du gouvernement? Quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Grosso modo, rapidement. Oui, bien sûr. Parce que c'est ce qui fait votre personnalité. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour la République? Vous parlez là? Bien sûr. Les statuts de la presse, la loi sur la presse, les cartes de presse, c'est moi. Regardez les premiers textes. Le RTM, c'est moi. C'est moi qui en a fait un office. C'était la RTM avant. La chaîne 2, c'est moi. RFI installé à Bamako, c'est moi. TV5 installé à Bamako, c'est moi. BBC installé à Bamako, c'est moi. Africa numéro 1 installé à Bamako, c'est moi. Voyez-vous? Les DOMSAT et également la presse comment dirais-je, à l'AMAP. Quand j'arrivais, les sols étaient imprimés dans une imprimerie privée. Le budget, c'était 100 millions par an. Je me suis battu avec Feu Gilbert, qui était mon promotionnaire et qui était mon conseiller à la coopération. Avec la société de l'époque, on a trouvé une imprimerie pour l'AMAP. Est-ce qu'on peut dire aussi que le manque de repères et la frustration de la jeunesse... 92 radio rurale avec Ilbodo de la FAO. Ça, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à la communication. L'émetteur du projet, c'est moi qui l'ai payé, avec lequel il travaille encore. Et celui qui était là, je l'ai envoyé à Mopti pour des diffusions en différé, en attendant qu'on ait pu se faire. Ensuite, je suis venu au sport. Oui. Je suis venu au sport, je pense qu'on a Tunis 94, c'est déjà ça. Mais c'était un tremplin pour relancer le football malien parce qu'on avait fait 22 ans, on n'était nulle part. Parce que je suis un enfant de la balle. Par rapport au sport, par rapport à la jeunesse, mon père était membre du RDA. Je suis un fils de militant. Je suis un militant. C'est ce qui explique beaucoup de choses dans mon parcours. Donc j'ai grandi dans ça. Mon père, le mouvement pionnier, avec Modibo, le président Modibo Keïta, avec Abassa, le père, tonton Abassa, le père de Hawaï, avec le père de Fatou, tonton Maha, ceux qui ont fait le mouvement créé en 59 à Katibou, avec le président Modibo. D'accord.
Donc c'est pour vous dire, non, je ne suis pas fini. Allez-y, maître. Après cela, Kabbalah, c'est moi. Le centre Kabbalah, c'est moi. Que les téléspectateurs m'excusent, parce que je ne voulais pas parler de moi, mais comme je suis interpellé pour dire ce que j'ai apporté au gouvernement... Parce que la déliquescence de la jeunesse, les manques de repères de la jeunesse... Vous m'avez demandé... Parce que c'est ce que vous avez été aussi à la jeunesse. Le truc de Nyamakoro, là, comment ça... Des jeunes, là, des enfants, là, la cité des enfants. Ah, c'est des enfants, SOS. Parce qu'à l'époque, l'enfance... Oui, la cité des enfants, l'enfance faisait partie du ministère de la Jeunesse. C'est moi qui ai fait le projet. C'est après qu'en 1997, le ministère a été créé, c'est moi qui ai trouvé le terrain. C'est moi qui ai fait le projet, le contenu écrit. Et c'est pourquoi le conseiller qui m'accompagnait dans ce domaine-là, Sekou Damele, a été le premier directeur de la Cité des enfants. Et également, on a fait énormément de choses. Le lycée Ben Omar Sy, le lycée sportif, c'est moi. Maître. Donc, je dis qu'on n'en finit pas. Ce qui est bien j'ai fait ce que j'ai pu. Oui. Et je pense que c'est le fruit de nos résultats à Tunis aussi que nous voulons le 26 mars. Maître. La réforme de l'INGS, c'est moi qui ai fait les textes. C'est après que le Premier ministre Ousmane Essoufi, quand il est devenu ministre des Sports, ils ont essayé de lui faire croire qu'il n'y a pas de texte. J'ai fait un article pour dire que le texte a été fait. Il les a sommés, ils ont sorti, il a fait adopter en Conseil des ministres. Maître. La réforme de la maison des jeunes, la réforme du carrefour des jeunes pour en faire un centre d'information jeunes. Les jeunes parlent aux jeunes, la radio, ce sont mes projets, mes idées. Maître. Aujourd'hui, on ne peut pas, je ne peux pas faire le tour en un tournement. Mais nous avons fait ce que nous avons pu. Oui. Et je n'en tire aucune gloire parce que c'est mon travail de citoyen. C'est moi que vous allez écouter cette fois-ci. De Malien. Oui. J'ai été commis à ça. Oui. Voilà. Maître. Et ensuite, le lancement des CEDU, création des catégories de jeunes, les cadets et les juniors, les CEDU, les DILA et autres. Et on est dans cette dynamique. Oui, maître, l'URD, on en parlait tout de suite. L'URD traverse aujourd'hui une crise existentielle. Oui. La Cour d'appel vient en tout cas, de rendre un arrêt confirmatif pour confirmer la présidence. Pour confirmer. Il y a l'instance de la Cour suprême qui est là aussi. Donc, pour le moment, ça semble être, comment dirais-je, une décision profitable. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Oui. Vraiment. Y a-t-il eu... Comment? Non, il n'y a pas de... Mettons à part la décision de justice. Oui. Comment voyez-vous l'avenir d'un parti avec autant... le devenir d'un parti avec autant de... C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Moi, aujourd'hui, là, je suis quelqu'un d'optimiste de nature. C'est pourquoi j'ai pris un peu de recul par rapport à tout le tintamarre. Parce qu'il va falloir qu'on se parle. En politique, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Et c'est parce qu'on n'avait personne pour que les Maliens se parlent qu'en 2012, le président Blaise a amené tous les Maliens au Ouagadougou pour nous humilier. Vous croyez que si on avait une autorité nationale qui pouvait mettre les Maliens ensemble pour se parler, on n'aurait pas évité ça? Donc, j'ai tiré des leçons. Après mon président, le président Konaré, c'est pourquoi il est silencieux sur beaucoup de choses. Mais il n'est pas indifférent par rapport au Mali. Il ne le sera jamais. Maintenant, ceci dit, je reste dans cette posture. Vous aimez beaucoup le président Konaré? Je l'adore. Je l'adore. Pour quelle raison? Parce que c'était un homme de vision. Homme d'État. Un homme d'État. Ah. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Celui après lequel j'ai appris aussi, c'était le président Bouteflika. Paix à son âme. C'était des hommes d'État. Et ils le sont toujours d'ailleurs pour celui qui est vivant. Je touche du bois. Ce privilège d'avoir de temps en temps ses nouvelles, d'entendre sa voix. Maître, en tant que... Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que Konaré pourrait venir. Est-ce que vous serez prêt à... Vous pourrez venir où? Aux affaires. Est-ce que ça pour ce pays? C'est ce que vous souhaitez à ce pays? J'ai dit, certains pensent que Konaré pourrait revenir. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, vraiment, laissez-le là où il est, qu'il se repose, qu'il soit en recours pour nous, dans le secret ou publiquement, quand on a besoin de lui, qu'on aille l'écouter, qu'il donne ses conseils, qu'il accompagne la dynamique. Il a fait son temps. Et c'est ce qu'il a dit à certains de nos camarades qui n'ont pas voulu le suivre. Il a dit, nous avons fait notre temps avec cette organisation. Réinventez-vous. Maître,
Pour revenir à ma question, Maître, pour revenir à cet arrêt de la Cour d'appel, nous savons qu'en la matière, si je ne m'abuse, un pourvoi n'a pas un effet suspensif à la matière. Est-ce que Gouagnon Coulibaly va finalement regagner son fauteuil de président au niveau du siège du parti? Je ne sais pas, moi. Est-ce l'enjeu? Je ne suis pas dans l'esprit de Gouagnon. Je ne parle pas de Gouagnon. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Non, puisque on ne dit pas ce que vous savez. L'URD est quand même suspendu à cette. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Non, l'URD, votre parti. Oui, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est un instrument. Mais c'est eux qui ont une décision de justice. Vous avez un instrument. C'est eux qui doivent. C'est à eux que ça profite, non? Vous avez. Moi, ne me demandez pas ce qu'ils vont faire. Mais que faire pour que l'instrument politique que vous êtes en ne disparaisse pas avec cette procédure de justice? Puisque rien ne bouge plus à l'URD à cause de cette procédure. Est-ce qu'on aurait dû en arriver là? Parce qu'on ne s'est pas écouté. Souvent, il faut laisser les gens aller. Et qu'est-ce que vous prenez pour responsable? Et qu'est-ce que vous prenez pour responsable de cette... Je n'accuse personne. Oui. Moi, honnêtement... Ou bien vous accusez tout le monde, y compris vous-même. Ce que je veux dire simplement, c'est la cristallisation des enjeux. Vous savez, quand tu dois dire le droit entre les gens et qu'on vous retrouve en train de pousser des choses, ça mène la suspicion. C'est ce qui s'est passé chez nous. C'est le BN. Ce sont les membres du BN qui doivent investir le candidat du parti. Mais dès lors que des membres du BN se sont retrouvés en train de faire la promotion des candidatures, c'est devenu compliqué. C'est ce qui nous a amenés là. Et les égos étant ce qu'ils sont chez nous, c'est la chose la mieux partagée chez les Maliens. Donc personne n'a voulu laisser, comment dirais-je, de côté son candidat parce que si tu as la majorité, tu viens en réunion du BN et tu t'imposes. Chana, pour aborder l'actualité. Je ne suis pas intelligent. Moi, je suis un gros bambara. Bien sûr, on tourne la page URD. Moi, je suis un gros bambara. Je pense que si tu dis que Monsieur le ministre, tu viens en réunion du BN, parce que c'est le BN qui investit le candidat. Monsieur le ministre, allez-y. Nous venons à l'actualité. Oui. Aujourd'hui, c'est le 22 septembre. Oui. Le Mali a 62 ans. Absolument fantastique. Nous sommes en crise. Oui. Le pays va mal. Mais bien, c'est bien. Votre lecture de la situation? Mais je suis plus que confiant. Parce que c'est de la crise que naissent les grandes nations. Parce que ce sont les crises qui enfantent l'avenir, le meilleur avenir. Tous les pays... Moi, c'est ce que je ne comprends pas les Maliens. Vous nous trouverez toutes ces grandes puissances que nous admirons par-ci, par-là. Autant personne ne veut connaître une crise. Mais c'est obligatoire, ça fait partie de la vie. Mais l'être humain, même pour apprendre à s'asseoir, tu t'assois, tu tombes, ensuite tu t'assois, ensuite tu marches à quatre pattes, tu te tiens debout, tu tombes, tu apprends à marcher, tu titubes, tu tombes, mais après tu te redresses. C'est ça la vie des nations. Toutes ces grandes nations ont connu pire que ce que nous sommes en train de vivre. Mais elles ont connu, elles ont un avenir aujourd'hui. Moi, franchement, il faut que les Maliens arrêtent, qu'on se donne la main, qu'on supporte ce pays-là à bout de bras. Moi, je ne suis pas dans les querelles de personne. Je dis le pays. On n'a que ça. Mais vous êtes un des acteurs on n'a que ça. Du mouvement démocratique. Je pense qu'on n'a que ce pays-là. Monsieur le ministre, vous êtes acteur du mouvement démocratique, vous avez participé à des gouvernements, vous avez été ambassadeur. Donc, vous étiez dans la gestion. Oui, absolument. Et quelque part, on pense que c'est vous, les anciens, qui êtes responsables de la situation actuelle. Vous savez, moi, ça me fait tellement rire. N'engadi, aninta betien otetien ide. Jamana metugo minasisa, tikite falshula, surko tesra alanye. Les Maliens ont abdiqué leurs responsabilités. Tout le monde, on met tout sur le dos de la démocratie. La démocratie, c'est quoi, Chana? De tous les systèmes politiques, c'est le moins mauvais, disait Churchill. Le meilleur des systèmes. En tout cas, le moins mauvais. Qui consiste à quoi? Car ça, il s'agit de mata. Mami Kadiri avec la cuite de Mamina. Takala fléoye. C'est la démocratie. Mais quand les gens abdiquent leurs responsabilités au niveau de leur foyer, les chefs de famille fuient leurs responsabilités. Les mères de famille se transforment en dragons dans les maisons. Il n'y a plus de foyer. Après, quoi d'identifier, quoi démocratie noye, quoi de moussoti tchébouye, quoi démocratie noye, kalo, en banane là. Parce que les gens ont choisi de démissionner. La démocratie n'a rien à voir avec ça. Bien sûr, nous n'avons jamais dit non plus que la démocratie c'est la panacée
que tous les problèmes vont disparaître comme par enchantement. La démocratie se nourrit de la qualité des citoyens d'un pays. C'est un processus. C'est un processus. Ceux que nous admirons aujourd'hui connaissent de quoi, continuent d'en connaître, mais se nourrissent de ça et se développent. Mais personne n'a vu que la démocratie, c'est la solution. Mais non, je viens. Oui. Je ne suis pas du genre aussi à tirer toute la couverture sur nous. C'est vrai que nous n'avons pas tous été vertueux. Parmi nous, il y en a qui n'étaient pas bons. Il faut l'admettre qu'on a pu faire des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que la démocratie n'est pas un bon système pour notre pays. D'accord. C'est quelque chose qui se construit. Oui, mais ça a été un processus tel que vous l'avez dit. Avant d'arriver à la situation de guerre, c'était un processus tel que vous l'avez dit, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est toujours un processus, il est en cours. Que pensez-vous des gens qui pensent que la recette, c'est forcément une refondation? Puisqu'une refondation veut dire qu'en réalité, il faut mettre table rase de tout ce que vous avez eu à faire. Ça ne veut pas dire ça. Démocratie. Ça ne veut pas dire ça non plus. Et qu'est-ce que vous pensez? Quel contenu donnez-vous alors? Écoutez, à la refondation? moi, vous savez, je suis un homme politique, je soutiens la transition, mais j'ai ma petite idée sur les choses aussi, en tant que citoyen, en tant que personne. Moi, je ne crois pas qu'on puisse changer une société par décret. Je n'y crois pas. Par contre, quand on fait un système de refondation avec un contenu qu'on va dupliquer jusque dans les écoles, au sein de la société, et que les chefs soient vertueux, je pense qu'on peut redresser les choses. Nous sommes les fruits de cela. Leçons de morale, depuis la 3e année. Ce qu'on appelle le CE1 maintenant. On avait les leçons de morale. Le mouvement pionnier, on était encadré, les valeurs civiques, le communautarisme. À l'école fondamentale, c'était l'éducation civique et enseignement ménager. D'accord. Au lycée, même chose. Donc, il y a des choses qu'on a laissées tomber. Et, vous savez, moi je suis d'accord qu'on réforme. Mais selon nos réalités. D'accord. Allez-y. J'ai pas fini. Aujourd'hui, là, vos enfants naissent, à peine ils naissent seulement, vous les amenez se faire trucider par les gens. Alors que c'était une question de génération. Ou le zémé également. En clair, est-ce que la refondation actuelle est sur les bonnes rails? C'est bien déjà d'y penser et de le faire, de le proposer. Ce n'est pas de le penser, nous parlons de contenu, de la forme. Refondation, quel est le contenu? Est-ce que le contenu actuel est bon par rapport à votre vision? Comme l'a dit Chana, vraiment les assises nationales de la refondation on va vraiment revenir à la question ont été quand même comme une histoire du mouvement démocratique. Je n'y ai pas participé. C'est vrai. Bon, mais je n'y ai pas participé. Mais c'est le ministre. Mais mon parti, à travers le ministre de la refondation et le FSD, dont le Premier ministre est issu, je crois qu'ils ont été les maîtres d'œuvre de cela. D'accord. Voilà. Et je soutiens cela. Moi, je dis, il vaut mieux proposer quelque chose que rien du tout. On fait l'expérience. Si ça ne va pas... Ou l'expérimentation, vous voulez nous dire? Je dis l'expérience. L'expérimentation. L'expérience. On fait l'expérience. Oui. Si ça ne va pas, là où ça ne va pas, on redresse. Allez-y, on tire les leçons. Tout sauf l'immobilisme. Oui. La situation, monsieur le ministre, des 49 soldats ivoiriens, moi je me rappelle que vous avez été l'un des citoyens les moins croyants de cette histoire-là, à l'époque. Quand ça avait déclenché, vous disiez même qui donc a intérêt à vouloir coûte que coûte entraîner la transition malienne dans des aventures. Vous n'y croyez pas du tout. Vous dites, puisque vous étiez convaincu qu'un commando, le plus tocard du monde, comme pour reprendre vos termes, n'aura pas l'idée saugrenue de débarquer avec armes et bagages dans un pays qu'il veut déstabiliser. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous en avez la même perception? Pas du tout. Oui. Et alors? Je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il a une source d'idée juste. Alors, donc, mais en réalité, c'est que je voulais... Votre vision a évolué par rapport à ça? Non, ce que je voulais dénoncer en réalité, concrètement, c'est l'effet boomerang que ça avait pris sur les réseaux. Parce qu'il faut laisser le temps aux autorités
de digérer un événement et de donner la position de l'État. Oui, mais non, c'est pourquoi je dis. C'est pas une manière de discréditer l'État. Non, il n'a pas discrédité l'État. Il n'a pas discrédité de l'État. Non, l'État n'avait rien dit encore. L'État n'avait rien dit. Non, l'État n'avait encore rien dit. Et j'ai même ajouté. Il avait dit réellement, il avait perçu la même chose. Voilà. Il avait perçu la chose de la même manière que beaucoup d'autres citoyens, même ivoiriens, qui passent quand même de la même manière. Et j'avais même ajouté qu'il faut faire en sorte que ceux-là qui véhiculent pour essayer qu'il est temps qu'on mette de l'ordre également à ce niveau-là. Parce qu'un problème peut se poser, mais il ne faut jamais mettre le feu tout de suite. Il faut laisser les autorités, je dis en attendant que les autorités même disent quelque chose d'officiel, il faut arrêter de dire... Oui, mais maître, quelle est la perception que vous en avez aujourd'hui? Je m'en tiens à la position de mon gouvernement. Sur la question. Est-ce que vous n'êtes pas complaisant? Non, attendez, non, complaisant en quoi? Pourquoi? Mais parce que donc vous pensez qu'en réalité, les autorités de mon pays. Donc vous pensez simplement, ou bien vous pensez qu'en réalité, ils ont donné. Vous pensez que les militaires les textes sont clairs. Vous pensez qu'en réalité c'était un commando saugrenu de venir avec autant d'armes pour venir déstabiliser le pays? Et vous croyez en la thèse de la déstabilisation? Vous continuez à croire? Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais on vous a demandé. Vous n'allez pas. Est-ce que vous croyez. Non, donc, moi je dis. Est-ce que vous croyez en la thèse. La position de mes autorités, c'est ma position aujourd'hui sur cette affaire-là. Est-ce que vous croyez en la thèse de la déstabilisation? La Côte d'Ivoire a décidé de porter l'affaire devant, en tout cas, les chefs d'État de la CEDEAO. Vous avez une question là-dessus? Oui, et monsieur le ministre, on sait que le gouvernement malien a fait un geste à titre humanitaire, entre guillemets, même si on a tordu le cou à la justice pour libérer trois femmes. Aujourd'hui, le problème est devant la CEDEAO, et la CEDEAO qui doit en discuter. Aujourd'hui même, hein? Probablement, ce soir même. À Washington, hein? Oui. À Washington. Et est-ce que vous pensez que la CEDEAO pourrait être la solution à cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Quelle solution la CEDEAO pourrait apporter? Vous savez, il y a 10 ans, 12 ans, j'étais accrédité auprès de la CEDEAO. Au Nigeria, oui. Au Nigeria, accrédité auprès du Nigeria, auprès de la CEDEAO. Il ressemble à un Nigérien d'ailleurs. Et nous avions en son sein un conseil paix et sécurité également des ambassadeurs qui marchait le dossier pour les ministres. Je pense que c'est allé trop vite. Je me demande si le Conseil paix et sécurité au niveau des ambassadeurs de la CEDEAO va se réunir, que les ministres des Affaires étrangères vont en connaître pour ensuite donner des idées aux chefs d'État. Mais moi, si j'étais aujourd'hui à cette réunion, en tant que CEDEAO, parce que c'est une affaire, comme nos autorités l'ont dit, bilatérale entre deux États, qui a des connotations judiciaires. Mais au-delà de ça, il y a un médiateur dont les deux parties, sur lequel les deux parties se sont accordés. Et qui est un pays membre de la CEDEAO. Moi, à la place de la CEDEAO, je n'endosse pas ce dossier parce que internationaliser ce dossier-là, pour davantage mettre la pression sur le Mali, en parler aux Nations Unies, tout ça c'est pour mettre la pression sur le Mali. Mais je comprends aussi que souvent ce sont des choses qui ne s'adressent pas à nous, mais qui s'adressent à l'opinion nationale de la Côte d'Ivoire peut-être. Mais au-delà de ça, moi à la place de la CEDEAO, il faut que le président Ouattara montre à son peuple qu'il a tout fait pour que ces soldats soient... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais moi à la place de la CEDEAO, même si je dois prendre une résolution, c'est de regretter que les choses soient à ce niveau-là, mais de renouveler la confiance et de soutenir la médiation du Togo et lui demander de tout faire pour que cette affaire connaisse un dénouement heureux. Allez-y, si j'avais à proposer une résolution, le dénouement heureux que vous souhaitez tant est malheureusement bloqué à cause de la raideur de position de part et d'autre. Il y a la Côte d'Ivoire qui parle de prise d'otages. Qui parle de prise d'otages. Non. Bon, c'est de bonne guerre. Il y a la Côte d'Ivoire qui parle de prise d'otages. Prise d'otages. Pourquoi? C'est de bonne guerre. À cause des prétentions du Mali de vouloir échanger. Non, écoutez d'abord la question. J'ai compris. Voilà, non, parce que j'ai l'impression qu'il veut. Faut poser la question. Donc, que de vouloir échanger
les soldats ivoiriens, moi je ne dirais pas des otages, de vouloir les échanger les 46 restants contre des citoyens maliens qui résident là-bas. D'abord, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette démarche-là parmi ces citoyens? Vous les connaissez ou des citoyens que vous connaissez avec qui certainement certains d'entre eux, vous avez eu déjà beaucoup de citoyens. Ils ont dit, il y a l'ancien premier ministre Boubou Cissé qui est là-dedans, il y a Tchema, il y a Karim, il y a Karim Keïta et autres là, vous connaissez. Est-ce que vous ne pensez pas, vous en tant qu'homme de droit, que la demande, la réclamation du Mali est un peu, ou bien les actes qu'on leur reproche et dont ils sont inculpés sont un peu disproportionnés par rapport à cette demande, c'est-à-dire échanger des gens qui sont venus pour la déstabilisation d'un pays pour un truc criminel contre des présumés délinquants financiers. Vous ne jugez pas qu'il y a une grande disproportion entre ces deux? Nous n'avons pas la même compréhension des choses. Vous savez, moi, j'ai pris la sortie du président Goïta, comme souvent dans la gestion de l'État, il arrive que les hommes politiques fassent des réflexions à haute voix, histoire de dire, mais c'est toujours à nous qu'on demande, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on propose? C'est une façon de le dire, de leur mettre la pression, de leur donner des pistes et machin pour dire, vous aussi faites quelque chose. Mais il n'a jamais dit... Il a dit ce qu'il veut qu'il fasse. Non, il n'a pas dit comme ça. C'est sur le site de Koulouba. Non, il n'a pas dit comme ça. Mais comment il a dit? Il n'a pas dit dans ces termes-là. Il a dit, on nous demande, et pourtant, il y a des Maliens qui sont là-bas. Sans citer de nom. Sans citer de nom. Aucun effort n'est fait. On connaît les gens contre lesquels il y a un mandat international. On va aller trop vite à besoin. On connaît les gens contre lesquels ça arrange la Côte d'Ivoire. On va écouter l'avis de l'accusé. Ça arrange la Côte d'Ivoire d'aller dans cette direction-là. Ça arrange la Côte d'Ivoire certainement, parce que je sais que dans un premier temps, c'était pas officiel ce que se disait. Parce que c'était officieux dans l'entourage. C'est après que le Conseil national de sécurité a endossé l'expression. Parce qu'eux-mêmes étaient en train de voir quel parti ils peuvent en tirer. Mais en réalité, le président Goïta n'a pas dit une extension, je veux ça pour que vos gens soient libérés. Il n'a jamais dit. Mais il a dit seulement, je suis étonné que l'on me demande, moi, toujours de libérer. Mais il ne l'a pas et de l'autre côté, alors que moi, je les demande quand ça a été perçu comme tel, ça n'a pas été libéré. Ça n'a pas été nié. Je ne suis pas aux affaires. On va laisser Charles. Je ne suis pas aux affaires. Faire réagir. Moi, je dis comment je perçois pour avoir un peu fréquenté l'État, pour avoir connu un peu l'État, un peu seulement, de l'approcher un peu seulement. Je sais qu'il arrive souvent. Ça apprend à faire de l'extrapolation. On apprend souvent, on donne des pistes de réflexion. Oui, Chana a une question justement sur... les autres pour que les voilà. Mais ça ne veut pas dire que forcément il faut ça. Maître, vous savez, en diplomatie... Oui, maître, vous allez écouter le président du jury, maître. Mille manières. Maître, vous allez aussi souvent écouter le président du jury. Chana a une question justement sur cette plainte déposée par le Mali au niveau des Nations Unies. Plainte qui contient des accusations graves contre la France. D'accord. Oui, le Mali a porté plainte contre Paris avec des accusations qui sont très précises, semble-t-il. Et notre Premier ministre, par intérim, est attendu à la tribune des Nations Unies, je pense que samedi à 13h. Est-ce que vous voyez, certainement, il en parlera. Il en parlera. Et je pense que toute l'Afrique attend l'intervention du Mali, parce que le Mali est celui aujourd'hui qui dit les choses telles qu'elles sont, qui ne porte pas de gants. Qu'est-ce que qu'est-ce que le Mali peut attendre des Nations Unies par rapport à cette situation? Moi, je n'attends rien des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont jamais rien réglé, quoi que ce soit, dans les pays en crise. Donc la plainte était inutile alors? Pas inutile. Mais quand les choses sont là, il faut les dénoncer. Pour que d'autres sachent que des choses se font également et qu'ils ne sont pas catholiques. Une tribune de dénonciation. Oui, mais vous voyez comment ça part en colifiché depuis qu'on en a parlé. Est-ce qu'ils ont fait mine même de convoquer une réunion? Non. Parce que c'est gênant.
pour ces jeunes. Hein. Oui, mais c'est pas excessif de dire que les Nations Unies ne peuvent apporter quoi que ce soit. Mais c'est la vérité. Alors qu'ils sont quand même chez nous à travers la MINUSMA. Ils ont réglé quoi? La MINUSMA, c'est eux qui représentent le gouvernement partout dans les villages maliens. Quel quoi? Il faut qu'ils représentent tout ce qu'il y a comme. Tout ce qu'il y a dans le. Non, tout ce ils règlent quoi? Est-ce qu'ils sont venus pour ça? Écoutez-moi. Est-ce qu'ils sont venus pour ça? C'est une mission intégrée. Ils sont venus pour ça aussi. C'est une mission intégrée. C'est une mission intégrée, mais. Ils sont venus pour ça aussi. Ils sont venus pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Voilà. S'ils ne le font pas, vraiment, ils arrêtent de nous faire. La dernière question. Excusez-moi l'expression parce que j'ai grandi à Médine, donc souvent il arrive aussi que je me libère. Enchaîner avec la dernière question. S'ils ne peuvent pas nous aider. Il nous reste que 5 minutes. À stabiliser le pays, vraiment qu'ils nous laissent allez-y, Charles. aller au bout de nos expériences. Qu'ils s'en aillent. Vous savez qu'ils sont encore au Timor oriental là depuis qu'ils sont en 47. Ils ont encore des antennes au Timor oriental depuis 47. S'il vous plaît. Au Congo, ils ont réglé quoi? Ma dernière question. Ma dernière question. Vous êtes un homme politique, mais vous êtes aussi du monde sportif. Oui. Vous connaissez bien le sport malien. Vous avez été président du stade malien, vous avez été ministre des Sports. Est-ce que vous voyez exécutif de la Fédération malienne de la Fédération, tout ça là. Membre de la commission aujourd'hui de la Confédération africaine de football. Vous avez beaucoup de médailles dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous diagnostiquer rapidement l'avenir de notre football? Où va notre football? Que va devenir notre football dans un bref délai? Mais on est sur la bonne voie, La trajectoire est bonne. Ok. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui ce que nous avons sous les yeux. Avec le nouvel entraîneur, tout ça là. Je ne parle pas. Pour moi, ça c'est la vitrine. Mais le vrai travail, c'est à la base. Les centres de formation, les clubs qui sont en train également de se réinventer en créant des centres de formation dans les clubs traditionnels. Et les centres qui sont là un peu partout, qui poussent comme des champions. Des anciens professionnels qui reviennent, comme Kanouté Ayele, là-bas, a fait avec Djomassi et autres. Oui, mais la gestion financière, la gouvernance financière du football malien, quand même. Quelle gouvernance financière? Vous parlez de quoi? L'État donne quoi à la fédération? On entend souvent des bruits au niveau de la fédération. Bon, on en parle. Moi, quand j'étais ministre des Finances, j'avais une dotation que je donne, et ministre de la Jeunesse et des Sports, j'avais une dotation pour la fédération pour organiser les championnats. Cela n'existe plus. L'État ne donne pas un copec à la fédération pour financer le championnat national de football, d'aucune catégorie. D'accord. L'État aujourd'hui s'est désengagé, même du déplacement des clubs qui rentrent en compétition africaine au nom du Mali. Ils ne vont pas en leur nom, ils vont au nom du Mali. D'accord. Et les matchs internationaux disputés par ces clubs-là, la majeure partie du pourcentage des recettes générées par ces compétitions sont prises par le trésor public. Moi, je dis quelque part, relisons les textes. Oui. Si on ne peut pas financer les clubs, aller en compétition africaine. Allez-y. Parce que l'État n'a pas les moyens. Mais quand ils jouent aussi et qu'ils font des recettes, on a des contraintes de temps ici. Temporelles. Non, je veux dire, on ne peut pas demander des comptes là où l'État ne donne pas à la fédération. Il faut qu'on arrête. Moi, je reviens. L'État ne doit pas avoir. Ça n'appartient pas à l'État. L'État doit avoir le droit. Allez-y, Abdraman. L'État s'occupe seulement des équipes nationales. Et c'est à partir du ministère de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, moi je reviens à l'actualité. Oui. Et récemment, vous donnez des conseils que vous jugez utiles à la transition, en leur disant de rester perpétuellement sur le qui-vive, puisque la déstabilisation peut venir de l'intérieur. Tout à fait. Donc pensez qu'à l'intérieur du Mali, il y a des menaces de déstabilisation. De qui est-ce que vous parlez? Quelles sont les menaces intérieures? Non, si on a envie de savoir, qui puissent exister. Et est-ce que vous n'êtes pas en train quelque part d'orienter la transition, les autorités de la transition vers des citoyens ou bien quelque chose comme ça qui serait... Quelle influence? Bon, en le faisant, c'est quand même une déclaration. J'ai quelle influence sur eux? Mais vous avez quand même fait une déclaration et c'est adressé à eux. J'ai quelle influence sur eux? Vous n'en avez pas, mais vous êtes adressé quand même à eux. J'ai quelle influence sur eux? On ne sait jamais. Vous dites que je suis en train de les orienter. J'ai quelle influence sur eux? De qui est-ce que vous parlez en parlant de... Je ne parle de personne. Je ne parle de personne. Mais je dis simplement... Il ne faut jamais se dire qu'une situation est acquise pour des ponts et se laisser s'oublier. Maître. J'ai fait d'autres suggestions. Déjà, Fangati Maraté, Fangati Kété. On ne doit pas dormir sur ce laurier.
Ah, ils sont en train de dormir sur les J'ai lauriers. pas dit ça. Ah, alors quoi alors? Oui. J'ai pas dit ça. J'ai dit attention à ne pas s'oublier. Maître. À se dire que il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de danger, tout va pour le mieux et on ira forcément à bon port. Non. Vous savez très bien qu'il y a les vents contraires. Maître. Vous savez très bien qu'il y a des vagues aussi Oui. qui peuvent arriver. Maître. Vous savez, on est quand même. Oui, maître, s'il On vous est tous plaît. des Maliens. Oui. Nous savons également que Ok. la vie n'est pas un long fleuve. Tranquille. Vous avez dit. S'il vous plaît, Abdraman, S'il vous plaît, non, je vais remplacer sa phrase là. C'est très intéressant. Nous sommes malheureusement. Il dit rien, absolument rien ne vous sera épargné comme effort, moyen en tout genre et stratégie pour vous déstabiliser de la part de ceux-là dont votre noble mission Je parle des contrarie les Occidentaux. intérêts. Non, Je vous parle avez des dit intérieur. Occidentaux. Non. Vous avez dit intérieur. Non, mais vous croyez que. Vous pensez qu'il y a des séductions? Non, j'ai dit, vous croyez que comment Sikasso est tombé? Maître, nous Parce sommes que malheureusement. Samour allait faire le siège et a fait C'est qui est bien compris. Cinquième colonne, quoi. Oui. Ça, le savoir. Maître. Mais il y en a qui le font. Nous sommes qui se mettent malheureusement. au service Oui, de l'étranger. il est temps C'est là pour où on nous. a vu dans ce pays aussi. Maître. Non, arrêtons ça. Maître Boubacar Karamogo Koulibaly. Maître Boubacar. On sait très bien que les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Vous êtes et bien, n'ont pas les Maître mêmes Boubacar objectifs. Karamogo Koulibaly. moi, Nous chérie sommes Amos. malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Le jury va à présent se retirer pour procéder à la Mais à délibération. votre aise. Chana, nous sommes dans les secrets de la délibération. Abdraman d'abord. À votre Ah bon, aise. c'est moi d'abord. Ouais, allez-y. Moi, je l'ai écouté avec beaucoup de Turcs. Je l'ai souvent connu très éloquent, mais aujourd'hui, il m'a paru plus grandiloquent qu'éloquent. Hein? Donc, par rapport à beaucoup de questions sur lesquelles on attendait des réponses, on n'a pas eu vraiment satisfaction. Je sais que vous voulez entendre. Il termine, hein. Nous Parce sommes que je dans voulais les entendre. secrets de la délibération. On n'a pas eu satisfaction. Oui, J'attendais nous sommes dans vraiment, les secrets de la j'attendais vraiment la poigne, le courage des idées, ainsi de suite. Ah non, j'ai le courage. J'ai retrouvé, Maître, vous aurez j'ai retrouvé un homme qui va jusqu'à nier l'évidence dans certains cas de certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque les débats sont pas. courts. Voilà. Ah, vous Jusqu'à l'avez nier pas dans dit, les ouais. défenses. Je pense qu'il y a une certaine tendance. Nous sommes comme dans une sorte de. Il saura de quoi je parle quand je parle de bûcher de vanité ici au Mali. En réalité, les gens, tout le monde pense que il faut brûler ses dieux pour contenter les princes du jour. Beaucoup de gens, beaucoup de politiques sont dans cette science-là. Et cela se fait au détriment de la vérité. Ça se fait au détriment de l'évidence, comme il l'a prouvé ici aujourd'hui. Il l'a prouvé sur beaucoup de questions. C'est ainsi que j'ai perçu ces approches. Et je pense que Maître n'a pas fait... il ne fait pas exception à la règle et il ne mérite pas vraiment un verdict exceptionnel. Donc je vous laisse, Monsieur le Président, de le juger à travers ce que je viens de décrire comme posture tout au long du débat que nous avons eu avec lui. Chana, votre réquisitoire. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté l'accusé et j'ai retrouvé l'homme que je connaissais avec la même vigueur, avec le même courage, avec le même engagement, avec le même patriotisme. Comme citoyen à l'époque où le bateau Mali coulait de toutes parts, que certains disaient de laisser ce bateau-là, il va chavirer. Il a refusé, il dit on reste ici, on va sauver le bateau Mali. J'ai retrouvé cet homme aujourd'hui qui, quelque part, accompagne les autorités de la transition. Même si je vois à quoi Abdraman fait allusion, il n'est pas d'accord une fois que les autorités fixent le tampon, il se met derrière eux. C'est ce qu'Abdraman appelle certains brûlent leurs dieux pour suivre les autorités aveuglement. Moi, de la transition. Pour suivre les autorités de transition. Lui, c'est un soutien de la transition. Un soutien de première ère de la transition. Il a mené le combat. Quoi de plus normal qu'un cadre comme lui, un leader politique comme lui, qui soutient une mouvance, puisse accompagner, soutenir cette mouvance-là, la transition. Je pense qu'il a été égal à lui-même. Il a été cohérent avec sa position. Monsieur le Président, vraiment, le pays a besoin de gens cohérents. Des gens qui ne font pas l'entre deux chaises. Des gens qui ne disent pas quelque chose le matin et le soir, ils disent autre chose. Je pense que nous avons besoin de ce vrai Bambara, de ce vrai Koulibaly. Vraiment, acquittez-le. La République a besoin de lui. D'accord.
a quitté la République, a besoin de lui. Au bénéfice de ces deux observations et de ces deux propositions, j'ai la faiblesse de m'aligner derrière cette proposition faite par El Hadji Chara Takiyou. Monsieur l'accusé, le jury a décidé de vous libérer des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Merci. Merci. Je pense que l'accusé a toujours le dernier mot. Enfin, oui. Alors, d'abord, vous remercier pour cet exercice citoyen, cet exercice républicain. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler, d'échanger franchement. Je voudrais seulement vous rassurer que je ne blâmerai aucun Dieu pour quoi que ce soit. Il l'a dit. Par rapport au pays, même quand j'étais opposant à l'ancien régime, chaque fois qu'on s'attaquait à mes autorités, à mon pays, je réagissais. Parce que pour moi, le pays est sacré. Nous avons été élevés dans ça. Et par rapport à cela, je ne me goûterai jamais mon soutien par rapport à tout ce qui concerne mon pays. D'accord. Et remercier tout le monde, nos téléspectateurs, parce que je suis un peu passionné. Oui. Et également... J'ai appelé grandiloquence. Présenter également nos condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie pour la préservation du Mali, l'unité nationale, civils comme militaires, étrangers comme nationaux. D'accord. Mais également dire que les FAMA sont sur la bonne voie. Je les encourage, je les soutiens, et ainsi que les autorités de la transition. C'est sur cette ambiance joviale qui est quand même rare, autour du plateau de l'émission Grand Jury, que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité Maître Boubacar Karamogo Coulibaly, ancien ministre et avocat. Au revoir.